Bon début d'après-midi à tous, ici Patricia Charbonneau et vous êtes présentement sur les ondes de Radio UQAM sur les nouvelles d'après-midi. En manchette, une réfugiée saoudienne fait son entrée au Canada. L'ancien numéro 1 mondial de tennis Andy Murray annonce sa retraite et intervention de l'Église dans l'éducation à la sexualité. Une jeune réfugiée saoudienne vient de faire son entrée au Canada et une certaine controverse en ressort. Reportage de Marianne Audet. Raaf Mohamed Al-Khoun, une jeune demandeuse d'asile saoudienne, est arrivée à Toronto le matin du 12 janvier 2019, après que le gouvernement canadien ait accepté de l'accueillir après une demande de l'ONU. Issue d'un milieu violent, la jeune femme avait fui sa famille lors d'un voyage au Koweït. Sa cavale l'a menée à Bangkok, en Thaïlande, où elle se serait enfermée dans sa chambre d'hôtel afin de solliciter de l'aide sur Twitter, Elle craignait que les autorités locales la renvoient chez elle. L'ONU a capté ces messages et le Canada s'est porté volontaire pour l'accueillir. La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, est venue l'accueillir à l'aéroport et a répondu aux questions qu'avaient les journalistes pour la jeune femme. Après que la demande d'asile de Raaf Mohamed Al-Khoun a été acceptée, l'Arabie saoudite a menacé le Canada de représailles. C'était un reportage de Marianne Audet. La presse canadienne rapporte que des accusations pour trafic de méthamphétamine ont été déposées lundi contre 2 Québécois et un néo-brunswickois. L'arrestation date du 24 janvier 2018 lorsque des policiers avaient effectué un contrôle routier sur l'autoroute 2 près d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Ils avaient fouillé la voiture des 3 hommes et y avaient trouvé 11 000 comprimés de méthamphétamine. La Gendarmerie royale du Canada affirme que ceux-ci étaient emballés afin d'être distribués au Nouveau-Brunswick et à l'île du Prince-Édouard. Une date pour le procès reste à suivre. Un Canadien condamné à la peine de mort aujourd'hui à Pékin à la suite d'un procès pour trafic de drogue. Allons maintenant rejoindre Alexandra en direct de Pékin pour nous parler de la situation. Bonjour Alexandra, pouvez-vous nous expliquer comment cet homme s'est retrouvé dans cette situation? Oui, alors Patricia, donc c'est Robert Lloyd Schellenberg, un Canadien de 36 ans qui a été arrêté en 2014 par les autorités chinoises et qui a été accusé d'avoir joué un rôle clé au sein d'un clan impliqué dans le trafic de stupéfiants. En effet, on l'accusait de faire partie d'un clan qui planifiait de faire passer 222 kilos de méthamphétamine en Australie. Schellenberg affirme qu'après avoir voyagé au Laos, en Birmanie, en Malaisie, à Singapour et en Thaïlande, il se serait arrêté en Chine. Un ami l'aurait alors référé à un interprète touristique, un dénommé Xu King, qui s'est avéré être un trafiquant international de drogue. Selon Schellenberg, il aurait été mêlé à cette histoire malgré lui. Mais avait-il déjà reçu un jugement? En effet, le Canadien avait été condamné en novembre dernier à 15 ans de prison et à une amende de 150 000 yuan, soit environ 29 500 $ canadiens. Non satisfait de sa sentence, il a fait appel. Malheureusement pour lui, la haute cour de la province de Liaoning a jugé que la sentence n'était pas assez sévère vu les accusations et a ordonné un nouveau procès. Et maintenant, quels sont les recours pour le Canadien? Schellenberg peut maintenant faire une nouvelle demande d'appel sur la décision de la Haute Cour. Le premier ministre Justin Trudeau a condamné la décision prise par la justice chinoise et se dit très concerné par la situation. Nous suivons la situation de près et vous tiendrons au courant des prochains développements. C'était Alexandra Lauzon en direct de Pékin. Des Cambodgiens ont dû changer leur gagne-pain suite aux conditions climatiques trop difficiles. Ils travaillent maintenant dans des conditions misérables et dangereuses. Un reportage d'Annie Saint-Jacques. Ces réfugiés climatiques sont des travailleurs du Cambodge qui sont obligés d'aller travailler dans des usines à briques dues aux sécheresses et aux inondations, les empêchant de cultiver leurs terres. Actuellement, ils sont des milliers à devoir travailler 60 heures par semaine pour une maigre paie de 7,50 $ pour 10 000 briques. Ils sont d'ailleurs exposés aux maladies respiratoires, aux maladies de peau, aux maux de tête, aux saignements de nez qui résultent de leur travail sans gants ni masque près des fours qui crachent une épaisse fumée noire. Ces travailleurs sont d'ailleurs criblés de dettes et celles-ci viennent généralement d'avant leur départ pour les fabriques, alors que les réfugiés avaient emprunté un grand montant pour cultiver leurs terres. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi qu'avec le salaire qu'ils ont, ils n'arrivent pas à rembourser leurs dettes. À l'opposé, celles-ci s'accroissent davantage chaque année. Et les enfants héritent des dettes de leurs parents. Ils se retrouvent donc dans un cercle vicieux, presque impossible de s'en sortir. À l'heure actuelle, les enfants de moins de 15 ans ont interdiction de travail et les heures de travail par semaine ne doivent pas dépasser les 48 heures. Mais ces deux normes sont largement trespassées. So King, le président du syndicat des travailleurs, soulève que des mesures d'urgence doivent être prises telles que l'établissement d'un salaire minimum, le lancement des enquêtes anticorruption et une campagne d'informatisation des droits de l'homme auprès des réfugiés.
Une victoire écrasante des Canadiens de Montréal samedi passé au Centre Bell. Marguerite. Oui, le Canadien a brillé samedi au Centre Bell en blanchissant l'Avalanche du Colorado par la marque de 3-0 grâce au but de Brett Kulak, Jesperi Kotkaniemi et Jordy Ben. Philippe Danault ressort de ce match avec 2 passes et Carey Price a stoppé 28 lancés pour ajouter un 3e blanchissage à sa fiche cette saison. Le tricolore affrontera ce soir les Bruins de Boston au TD Garden de Boston, un match très important puisque les Bruins devancent le Canadien de seulement 3 points au classement de l'Association Est. Une nouvelle fluctuante dans le monde du tennis aujourd'hui, à la déception de ses plus grands fans. Un reportage de Vicky Pagé. Le Britannique Andy Murray a annoncé vendredi en conférence de presse à Melbourne qu'il se voit dans l'obligation de prendre sa retraite cette saison en raison des blessures qui le rattrapent. « Wimbledon est l'endroit où j'aimerais arrêter de jouer, mais je ne suis pas certain que je pourrai le faire », mentionne le joueur de 31 ans. Rappelons que Wimbledon est l'un des 4 tournois du Grand Chelem qui prend place à Londres au mois de juillet. Après s'être fait opérer en janvier 2018 à la hanche droite, Murray n'a jamais retrouvé son plus haut niveau depuis. Il n'avait d'ailleurs que participé à 12 matchs l'an dernier. Chose certaine, l'ancien numéro 1 mondial disputera sa dernière saison sur le circuit de l'ATP cette année. L'Écossais a été éliminé d'entrée en Australie par l'Espagnol Roberto Bautista Agut en 5-7. Un match déchirant qui le sort aussitôt du tournoi. Andy Murray sera donc le premier et le plus jeune membre du Big Four à accrocher sa raquette. Le Big Four qui est le nom donné par les journalistes au groupe composé de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray. C'était Vicky Pagé à Melbourne. Depuis sa découverte il y a 150 ans, le vieillard de Cro-Magnon a suscité la fascination de la part de la communauté scientifique. Grâce aux nouvelles technologies, un médecin français a pu prouver que l'homme préhistorique souffrait de neurofibrose de type 1, une maladie causant des tumeurs bénignes partout sur le corps. Allons rejoindre Marianne Audet en direct de Paris qui nous parlera de quelques précisions. Pourquoi a-t-on pris 150 ans avant de faire cette découverte? En fait, on a toujours tenté de comprendre qu'est-ce qui aurait pu causer les fameuses cavités sur ce crâne. Pendant plusieurs années, les paléontologues ont cru que ces lésions avaient été causées par des gouttes d'eau qui auraient endommagé le squelette avec les années. On a également cru que le vieillard serait mort d'une maladie mortelle qui aurait causé ces cavités. On a longtemps parlé de la syphilis ou de la tuberculose pour justifier l'état du crâne. Ces diagnostics changeaient au fil des époques. Or, il est difficile de confirmer ces thèses puisqu'il est impossible d'étudier l'intérieur d'un crâne sans le découper. Vu que le vieillard est le squelette le mieux préservé que nous avons de nos ancêtres, les scientifiques étaient très réticents à le fragmenter. Quelle technologie a été utilisée pour faire cette découverte? C'est grâce au microscanner AST-RX du Muséum national d'histoire naturelle que le docteur Philippe Charlier a pu analyser les lésions. Cet appareil est encore plus précis que les scanners médicaux qu'on utilise présentement. Il a pu déterminer que ces dernières avaient été causées sur une très longue période de temps puisqu'il n'y a aucune réaction inflammatoire sur les os. C'est grâce à une pratique du 19e siècle qui consistait à recueillir les crânes de malades atteints de maladies rares que le médecin a pu comparer ces lésions et conclure que ces dernières avaient été causées par des tumeurs qui auraient érodé les os. Ces excroissances auraient même affecté les canaux auditifs de l'homme puisqu'on y a retrouvé des lésions également. Mais comment le visage de l'homme a-t-il pu être constitué? Le sculpteur infographiste Philippe Freck a pu prendre ces récentes découvertes et les appliquer à la littérature scientifique, médico-légale et anthropologique. Pour faire la forme du visage, l'artiste s'est basé sur la morphologie moyenne d'un homme de 50 ans. Il a ensuite étudié des visages de patients atteints de la maladie du vieillard pour ensuite en faire un portrait réaliste. Pour le reste, l'artiste a fait preuve de créativité pour déterminer la façon dont le climat et les émotions de l'homme ont affecté ses traits. C'était Marianne Audet à Paris. Une belle nouvelle pour les amateurs de la nature et les amoureux des animaux. La CEPAC vient d'annoncer une nouvelle réglementation qui fera plaisir à plus d'un. Un reportage d'Annie Saint-Jacques. Après un projet pilote débuté en 2016, la CEPAC va permettre l'accès aux chiens dans la majorité de ses parcs dès mai 2019. Le bilan du projet s'est avéré positif malgré quelques failles. La première problématique consiste aux morsures ainsi qu'aux attaques de chiens. Néanmoins, sur 19 481 chiens recensés dans le projet, moins d'une centaine d'incidents ont été rapportés sur les 4 parcs du projet, soit Frontenac, Jacques-Cartier, Aiguebelle et Lac-Témiscouata.
La deuxième problématique et la plus inquiétante demeure l'absence de laisse. Près de 550 incidents impliquant des chiens sans laisse ont été rapportés à la CEPAC. L'ennui, c'est que le taux de relâchement ne cesse d'augmenter. Depuis 3 ans, le taux d'infraction est passé de 5 à 15 %. Il semblerait tout aussi que les saisons influencent le bon comportement des propriétaires. En automne, le projet pilote a montré que près de 95 % des propriétaires respectaient les règles de bonne conduite contre un tiers en hiver. Le comité de suivi du projet pilote a recommandé d'interdire les chiens durant la saison froide, soit entre l'Action de grâce et la Fête des Patriotes, puisque la CEPAC s'inquiète d'un relâchement de la réglementation à long terme. Mais pour les amoureux des animaux, ne vous inquiétez pas, il vous sera permis de balader votre chien dans les parcs de la CEPAC dès mai 2019. La question de ramener les cours d'éducation sexuelle a toujours été très présente au Québec. Et c'est dans le plan du gouvernement Legault d'instaurer ce cours dans les écoles de la province. Mais Marguerite, cette semaine, un nouvel obstacle se dresse dans ce dossier. Oui, mercredi dernier, le diocèse de Montréal a envoyé aux médias une invitation au lancement d'un manuel qui vise à soustraire certains élèves des classes lors des cours d'éducation à la sexualité prévus par le gouvernement Legault. L'archevêché de Montréal pense qu'il serait mieux de confier aux parents le soin de donner eux-mêmes le cours obligatoire en respectant la pudeur naturelle des jeunes. Il soutient aussi que plusieurs parents qui croient que le gouvernement impose des enseignements sexuels trop tôt et d'une manière qui contrevient à leurs valeurs. En quoi consiste le manuel? Ce manuel vise à permettre aux parents opposés au programme officiel d'éducation à la sexualité d'enseigner la matière à la maison. Le manuel a été rédigé par l'abbé Robert Gendreau, directeur au service de la pastorale liturgique de l'archevêché de Montréal, et par le médecin catholique Raouf Ayas. Le diocèse a toutefois pris de distance de cette initiative jeudi sur Twitter en expliquant qu'il s'agissait d'un projet personnel d'un père de famille soutenu par un document rédigé par un médecin et un prêtre et que l'archevêché n'est aucunement impliqué dans l'initiative ni la publication de cet ouvrage. On sait que le premier ministre s'est opposé au retrait des enfants catholiques des classes d'éducation sexuelle en affirmant que ces cours étaient obligatoires pour tous. Est-ce que le ministre de l'Éducation a réagi à ce débat? Oui, Jean-François Roberge avait déjà souligné qu'il n'était pas question de permettre un retrait d'élèves aussi important. Il a aussi mentionné que les seules exemptions délivrées seront de manière exceptionnelle pour des motifs très précis, par exemple pour des élèves ayant vécu des traumatismes importants, comme une agression sexuelle par exemple. Véronique Yvon, qui est la porte-parole en matière d'éducation à l'Assemblée nationale, s'est aussi prononcée en expliquant que les cours d'éducation sexuelle sont essentiels pour tous les élèves, tout comme pour la société en général. Merci beaucoup, Marguerite. Alexandra, une image sur le réseau social d'Instagram prend de l'ampleur et fait beaucoup jaser. Oui, alors, Patricia, c'est maintenant la photo d'un œuf qui détient le record de likes sur l'application Instagram. Avec plus de 30 millions de likes, la photo publiée le 4 janvier dernier bat à plate couture le record de 18 millions de likes qui était détenu par Kylie Jenner, la plus jeune de la famille Kardashian. Alors, merci beaucoup, Alexandra. C'était Patricia Charbonneau pour vos nouvelles d'après-midi sur les ondes de Radio UQAM. Bonne fin de journée!